Toujours dans le cadre de la série Les Échos de la finance, nous allons aborder un autre point, un autre aspect souvent méconnu et qu'on n'associe pas nécessairement ni à la culture ni au développement. Il s'agit du sport et du football en particulier. Un petit mot de précision. Quand on parle de développement, culture et développement, le développement peut s'entendre à titre individuel, comme il peut s'entendre au niveau national, et c'est là qu'on parle de développement durable. Malheureusement, les réflexions que nous allons pouvoir faire aujourd'hui vont montrer, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays du monde, nous allons pouvoir mettre le doigt sur les occasions ratées d'Haïti dans le domaine du sport, sachant qu'il y a deux mamelles au développement individuel, d'un côté l'éducation, de l'autre côté le sport, et que malheureusement, force est de constater que dans ces deux domaines essentiels, nous avons échoué. Bonsoir William Savary. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. C'est vous qui avez suggéré qu'on parle de sport. Ma première réaction a été qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de l'apport du sport à l'économie haïtienne? Bon. Et c'est là que nous sommes tombés d'accord pour parler des opportunités manquées. Mais premièrement, il faut au prime abord qu'on se mette d'accord. Nous nous sommes mis d'accord sur le plateau que le développement, pour le développement, si on parle de développement, il s'agit de l'émancipation de l'homme, l'épanouissement total de l'homme et l'usage de tout ce qui pourrait rendre l'homme un élément utile à la société. D'où la transmission de valeurs. Donc, et dans le sport, ce que nous avons la transmission de la concurrence. Nous avons la transmission de l'honnêteté, de la compétition, nous avons de la compétitivité, du faire mieux. Ouais. Et nous avons également la notion de la déception et de la solidarité. Parce qu'en fait, dans toute activité sportive, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et le perdant doit pouvoir se remettre et se préparer pour les prochaines épreuves. Donc, ces valeurs sont transmises à travers le sport. C'est sûr que le sport est une très grande école, d'autant plus que le football en particulier est quand même le sport mondial par excellence. Absolument. Donc, maintenant, le sport fait partie de ce qu'on appellerait la formation du caractère. Maintenant, indépendamment de ces apports à la culture, il y a le côté business du sport. Hein? Et là, on parle de milliards. Là, on parle de milliards. Hein? Maintenant, le côté business du sport, on peut déjà commencer par parler de la fonction du sport dans d'un point de vue politique. Hein? Donc, d'un point de vue politique, on prend le sport comme une activité à travers laquelle on nous met face à face à nos préjugés. Par exemple, nous avons de grands films qui ont été conçus à travers de sujets sportifs, comme par exemple le Jackie Robinson. Jackie Robinson, c'est un film extraordinaire qui a mis l'Amérique en face à son racisme. Il y a un très beau film anglais qui s'appelle Chariot of Fire. C'est un film extraordinaire dans lequel ils ont juxtaposé la foi à la compétitivité ou à l'expression individuelle. Donc, où le gars a choisi d'obéir à sa foi plutôt qu'à son expression, que de vouloir s'exprimer individuellement. Donc, c'est à travers le sport, il y a beaucoup de valeurs qui se transmettent. Maintenant, le business du sport, en dehors des films, en dehors des arts, il faut passer à pied joint sur, par exemple, l'architecture. Les grands stades qui se construisent aujourd'hui ne sont pas des stades où les gens se rendent pour regarder un spectacle de sport, un match de foot ou de basketball. Les grands stades aujourd'hui deviennent des lieux de loisirs, des lieux de shopping, des lieux de théâtre. Donc c'est la nouvelle conception des stars, et ceci c'est l'évolution de la réflexion du business du sport. Hein? Et ce sont d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux des prodiges d'architecture. Absolument. Mais cela dit,
je dirais pour le Stade de France en particulier, la fonction strictement sportive. Il y a une tendance maintenant qui se fait que les très grandes stars de la chanson en particulier réservent le Stade de France pour pouvoir donner leur spectacle devant 50 000 spectateurs. Oui, ouais, absolument. Donc, le côté aspect, mais aussi maintenant les stades qui ont les plus de capacité. Et c'est la rentabilité. C'est la rentabilité du business du sport. Du business, bien sûr. Parce que lorsqu'un stade qui est construit n'est pas strictement construit pour le sport. Vous vous en souvenez, par exemple, pour les Olympiques. Il y a des stades qui ont été construits et qui, après les Olympiques, ont été convertis en autre chose. Oui. Hein? Oui, Donc, oui. maintenant, Et tout le village olympique avec. Et tout le village avec. Maintenant, ça, c'est au niveau des stades. Maintenant, vous avez au niveau du business. Hein? Les grands clubs de sport, par exemple, Manchester United, c'est une entreprise. La FIFA, qui est l'organe réglementaire du football, Fédération internationale de football amateur, maintenant, c'est positionné pour pas seulement réglementer le sport, mais aussi de dicter la procédure organisationnelle des fédérations qui sont affiliées au FIFA. Et à l'intérieur de ceci, vous trouvez qu'en échange pour suivre les dictats du FIFA, FIFA octroie des subventions à diverses fédérations. Maintenant, pour octroyer des subventions, il faut gagner les fonds. Hein? Donc, et les fonds de la FIFA, c'est un brand name, c'est une marque. Et la marque génère des revenus, premièrement pour le merchandising. Et il y a les droits de transmission ou de retransmission des... Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un nouvel élément qui génère des revenus pour la FIFA, c'est sont les jeux électroniques. Le football électronique. Oui, c'est ce que vous m'avez appris. C'est incroyable. Ouais. Maintenant, pour vous montrer la taille de cette industrie, FIFA, bien sûr, en 2019, les revenus de FIFA étaient à peu près 760 milliards de dollars. 760 milliards de dollars. En 2020, c'est 265. Et à cause de Covid. Et de ces 265, il y a 150 milliards de dollars qui proviennent de Electronic Arts, qui est une entreprise qui fabrique les jeux qui sont liés au soccer. Et qui me permet de créer une équipe où j'ai Mbappé, Neymar, Messi d'un côté face à Cristiano Ronaldo, etc. Et puis moi, dans mi-temps, oui. Mais aussi, ils vous permettent également d'intégrer dans votre équipe des joueurs qui ne sont plus là. Ou qu'à mettre Pelé dans l'équipe, ou qu'à mettre Socrate. C'est vraiment une façon très créative d'utiliser le sport ou le foot comme une source de revenus additionnels qui auparavant n'existait pas. Donc, ceci rentre directement dans l'usage, si tu veux, le mariage entre la nouvelle technologie, le sport, le commerce, donc et qui a une influence sur la culture d'aujourd'hui. Parce que la culture, en dehors d'être une transmission qui rehausse le caractère de l'homme, mais ça aussi divertit. Hein? C'est ça. Et c'est le secteur du divertissement que nous sommes en train de contempler. Ouais. Et c'est ce qui fait le business du sport. Ce qui m'avait fait tiquer au départ, William, c'est... on entend régulièrement parler, à l'occasion des mercatos, ces grandes équipes qui achètent ou qui vendent des joueurs, et c'est toujours au niveau de dizaines de millions. Et à chaque fois, il y a des records qui sont battus. Un tel a été racheté à 60 millions et la semaine d'après, un tel a été vendu à 75 millions. Première réflexion, l'argent, les dizaines de millions de dollars qui sont brassés à l'occasion des différents mercatos ne profitent pas aux États. Bon, maintenant, c'est une question importante. Parce que, en fait, l'État, en fait, on a parlé de la croissance la dernière fois, et on avait mentionné que la croissance est une fonction du profit net. Hein? Mais en l'absence de profit net, il y a les dettes.
Parce qu'une entreprise peut ne pas avoir de profit net, mais l'entreprise peut avoir des dettes pour son expansion. L'État jouit aussi du même privilège. L'État peut ne pas rentrer les revenus maintenant, mais les revenus sont pour le futur, et l'État peut aujourd'hui escompter ses revenus en émettant des obligations et financer ses activités à partir de dettes. Oui, mais c'est de manière indirecte, c'est pas de manière directe. Mais non, mais là, le point que je veux au point sur lequel je veux aboutir, ce dont l'État a besoin des entreprises comme le football, comme les grands joueurs, les revenus, ce sont les impôts. Hein? C'est pas, les revenus ne vont pas à l'État, mais les impôts sont versés à l'État. Hein? Et maintenant, à partir de l'usage qui est fait des impôts, on peut parler de développement. Parce que c'est l'usage que l'État fait des impôts que l'État perçoit qui aboutissent à un développement. Ça, c'est à condition qu'on ait affaire à des gens qui soient suffisamment patriotes pour verser les impôts qu'ils doivent. Hélas, pour le génial Lionel Messi, il a été attrapé la main dans le sac et il l'a payé cher pour évasion fiscale. Bon, il faut dire que l'évasion fiscale parmi les personnes qui gagnent beaucoup, c'est pas limité aux athlètes. Parce que je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que quand on considère une figure aussi exemplaire sur le terrain qu'un Lionel Messi, d'apprendre qu'il trichait sur sa feuille d'impôt, ça fait mal quelque part. Maintenant, et vous savez, il y a beaucoup des joueurs de tennis, des joueurs de foot qui ont abandonné leur nationalité d'origine pour, par exemple, adopter la nationalité d'un pays où l'imposition fiscale est beaucoup plus acceptable pour eux. Ou qui vont vivre dans des pays oui, absolument, où l'imposition fiscale. Donc, vraiment, maintenant, ça rentre dans la gestion de l'avoir. Parce qu'à l'intérieur de la finance, il y a tout un secteur, toute une activité, ou bien des activités qui s'appellent la gestion du capital pour la réduction des impôts. Et la réduction des impôts implique un savoir-faire et une compréhension des lois fiscales de divers pays pour comprendre comment faire le transfert des actifs d'un pays à un autre pour éviter les impôts. Et il y a des cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans ces trucs-là. D'ailleurs, ils ne parlent pas de réduction d'impôts, mais d'optimisation fiscale. Absolument. Bel euphémisme. Toute la notion des îles, des offshore islands. Oui, bien sûr. Donc bien sûr. Maintenant, au début, dans l'introduction, on disait aussi que ce chapitre, ce domaine du sport, malheureusement pour Haïti, c'est une accumulation d'actes manqués, parce que, au point de vue sportif, c'est vrai qu'on a de grands sportifs, moins qu'avant. Je ne crois pas qu'on verra un autre Silvio Cator de sitôt, champion du monde, champion olympique, un homme exemplaire. Et heureusement que le stade de Port-au-Prince porte son nom, d'ailleurs. Maintenant, parler des opportunités manquées, il faut dire que c'est la réflexion qui est absente. Parce que nous avons un stade aujourd'hui qui a une capacité de 20 000 personnes. Pour un pays où le sport est aussi apprécié. Ah, oui, c'est de la folie même. Maintenant, et à chaque fois qu'il y a un match de foot en Haïti, lorsqu'on a un public de 300 à 400 membres, c'est un match réussi à Port-au-Prince. 400 sur 20 000. Maintenant, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la ville du Cap, il y a deux grandes équipes dans la ville du Cap. La capacité de leur stade, c'est de 10 000. Et à chaque fois qu'il y a des matchs au Cap, le stade est rempli. Et les tickets au Cap, c'est $50, 250 gold. Donc, les tickets au Cap, c'est les revenus de billetterie sont beaucoup plus considérables que les revenus à Port-au-Prince. Maintenant, ça, c'est le patriotisme capois. Oui, heureusement qu'il y a ça encore. Maintenant, ce qui est une équipe à Port-au-Prince ou une équipe en Haïti, pour faire fonctionner une équipe, selon les recherches que j'ai eu à conduire, il vous faut à peu près entre 250 et 300 000 $. Là, on parle de 300 000 $ américains. Oui. Parce que là, c'est entre l'entretien de l'équipe, le voyage
des joueurs, leur logement, leur salaire, etc. L'entretien des stades. Non, le stade n'est pas entretenu par les équipes. Parce que les équipes, lorsqu'ils ont un match, ils sont en train de verser 20 000 gouttes, je crois, à la Fédération de football par match. Pour location du stade. Okay. D'accord. Donc, maintenant, et les revenus, après un match, en général, ne dépassent pas 1 million de gouttes. Donc, la situation en Haïti, au niveau de l'opportunité dans le sport, il y a une certaine relation entre les gens qui vont au sport, regarder le sport, et le pouvoir d'achat. Parce que sans le pouvoir d'achat, il y a une diminution dans l'habilité des gens pour consommer le divertissement. Donc, pour que le sport en Haïti puisse connaître un essor, il est nécessaire qu'il y ait croissance économique. Sans croissance économique, les athlètes que nous avons en Haïti, les équipes que nous avons en Haïti ne vont pas pouvoir se tirer d'affaire. Oui, mais ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, maintenant, il faut aussi... Maintenant, les équipes aujourd'hui sont supportées par les mécènes. Hein? Et ça ne suffit pas. Donc, l'opportunité de faire du sport un élément important dans la création d'emplois dans le pays, nous sommes... En fait, ça rentre... C'est une extension de la croissance économique dans l'agrégat du pays en entier. OK. Ben, finalement, pour nous, qui avons, je le répète, quelques bons joueurs, il y a quand même beaucoup de joueurs haïtiens et de joueuses haïtiennes, aujourd'hui en football, qui jouent dans les grandes équipes européennes, ce qui n'est pas rien. Bon, malheureusement, ça ne rapporte pas grand-chose au pays, mais ces athlètes gardent quand même cette capacité d'être des exemples. Et c'est fondamental. Maintenant, il faut dire deux choses. Lorsqu'on dit que ça ne rapporte pas, peut-être au niveau matériel, mais au niveau prestige, ça rapporte. C'est ce que je viens de dire. Prestige, certes, et puis surtout valeur d'exemple pour la jeunesse. Maintenant, il faut aussi signaler que le sport a servi, d'un point de vue diplomatique, à briser le foie entre les nations. Oui, ça a été utilisé, mais ça a surtout été utilisé comme un outil politique. Oui, bon, qu'est-ce qui n'est pas utilisé comme un outil politique? Non, mais là, c'était voulu, c'était calculé, c'était planifié. Que ce soit les athlètes cubains dans la défense de la révolution castriste, que ce soit les Allemandes de l'Est en natation, à coups de stéroïdes et tout. La Chine, ne parlons plus. La Chine et son ping-pong, bien sûr. Oui, non. Il ne faut pas oublier que la ping-pong diplomatie entre Nixon et je ne me souviens plus du nom du leader de l'époque, entre la Chine et les États-Unis, grâce au ping-pong, ils ont pu arriver à une entente où ils ont commencé, par exemple, à parler de la reconnaissance de la Chine. Oui. Ça a été l'œuvre de Nixon. Il faut mettre ça au crédit de Nixon qui, envers et contre tous... a dit on ne peut pas ne pas reconnaître la Chine parmi les puissances du monde. C'est une absurdité. Bon, William, malheureusement, tout cela est passionnant, mais le temps nous fait défaut, donc on va arrêter pour aujourd'hui, et puis on verra quel aspect on va aborder la prochaine fois. La culture et toujours dans culture et développement. Absolument. Merci encore une fois. Merci, à très bientôt. Merci Serge, donc aujourd'hui, c'était le énième numéro des Échos de la Finance. Je n'ai pas gardé le compte, mais voilà, on a essayé de mettre un coup de projecteur sur l'importance du sport dans ce domaine de culture et développement.